Yo tout le monde, ici je suis tout seul et je sors à l'instant de ma séance de Captain America Brave New World que j'ai eu peur de louper parce qu'il y avait des bouchons de tramway et donc je suis arrivé avec un quart d'heure de retard et heureusement les pubs qui duraient 20 minutes ont permis à la possibilité que je puisse voir le film en son intégralité, mais j'ai fait des efforts, des sacrifices, j'ai vécu des événements stressants pour essayer de voir ce film. Donc Captain America Brave New World, réalisé par Julius Onah, donc quatrième film de la franchise Captain America, qui succède du coup à la série télé de Falcon and the Winter Soldier en termes d'arc narratif, et de plein d'autres films du MCU. Et il faut savoir que moi j'aime beaucoup la saga Captain America, c'est une des meilleures sagas du MCU largement, Moi j'adore le premier Captain America, c'est toujours mon origin story préféré du MCU, ce film style Seconde Guerre mondiale, rétro-futuriste, avec Red Skull, le traitement du patriotisme, de la propagande, avec le personnage de Chris Evans qui était très très bien développé, c'était vraiment... Pour moi c'est l'un des top 5 des meilleurs films du MCU, pour moi le premier Captain America, j'ai beaucoup d'attaches envers celui-ci. Et Captain America le Soldat de l'Hiver n'est pas très loin derrière, pour moi c'est peut-être même celui en dessous, à peine, c'est assez interchangeable, mais j'aime beaucoup aussi Captain America et le Soldat d'hiver, qui est vraiment ce film qui a marqué un standard dans le MCU, le standard du thriller paranoïaque politique, qu'ils ont souvent essayé de copier, mais ils n'ont jamais réussi à égaler ce qu'ils avaient réalisé dans Captain America le Soldat d'hiver. Qui, pareil, j'aimais beaucoup la réalisation shaky cam des frères Rousseau, le poids des scènes d'action, la BO, le Soldat d'hiver qui était extrêmement badass, l'introduction du faucon, etc. Et ce côté beaucoup plus terre-à-terre réaliste qu'on intègre à l'univers de Captain America, qui était très très bien, j'avais quasiment rien à redire à ce film-là. Par contre, je suis pas un grand fan de Civil War, parce que pour moi, Civil War, c'est pas un film Captain America. Pour moi, c'est juste un film Avengers, où contrairement aux autres films Avengers, c'est Captain America qui a le plus de temps d'écran que Iron Man. En vrai, c'est ça, parce que je trouve que dans Captain America Civil War, Captain America préserve une position qu'il garde de A à Z. Et même s'il a plus de temps d'écran que Iron Man a quand même une plus grosse évolution psychologique, émotionnelle que Captain America, qui lui est beaucoup plus une façade dans ce film-là. Et puis bon, il y a aussi le fait que par rapport aux comics, on n'est pas du tout dans les enjeux, dans les conséquences giga importantes et problématiques du comics. Là, il y a plus un côté cours de récré, je trouve, avec Civil War, notamment avec la bataille de l'aéroport, que je n'aime pas du tout. Je n'aime pas la bataille de l'aéroport. C'est avec cette photographie inexistante, Spider-Man qui débarque pour faire des blagues partout alors qu'on était dans un thriller plutôt sérieux et pas trop chiant non plus. Même si Spider-Man était cool en lui-même, mais dans la diégèse du film, c'était chiant d'avoir des vannes. Et ouais, moi j'ai du mal avec Civil War. C'est un bon film, mais voilà. Mais par contre, pour moi, le vrai Captain America 3, pour moi, c'est la série télé de Falcon and the Winter Soldier. J'avais fait une review à l'époque, et c'était il y a 4 ans, putain. Et je sais plus tout ce que j'avais dit à l'époque, mais pour dire, moi j'ai beaucoup d'affection pour cette série, parce que je trouve que c'est une série qui a été faite par des fans de Captain America pour des fans de Captain America. C'est que dans cette série, bien sûr, on fait en sorte que Sam Wilson devienne Captain America, on développe beaucoup la psychologie de Bucky, on remet tout dans une dimension terre-à-terre dans les passages du MCU, on développe un peu les problèmes sociaux des héros en dehors de leurs travaux, de leur mission, les problèmes psychologiques de Bucky qui va essayer de faire amende avec son passé de tueur. Et en plus, il y a tout le côté politique avec la succession de Captain America, US Agent, du coup John Walker, qui devient le nouveau Captain America, et à côté on développe, c'est peut-être l'une des œuvres qui développe le plus le post-blip de Thanos, et le snap, etc. Donc il y a tout un côté politique avec ça, avec aussi beaucoup de thématiques, sur le racisme bien entendu, sur Sam Wilson, avec le personnage d'Isaiah Bradley qui avait totalement sa place dans la série, Battlestar avec US Agent, les Flag Smashers en terroriste, le Baron Zemo qui pop vite fait, qui est très très bien aussi, Sharon qui revient aussi de la saga Captain America. C'est une œuvre qui est faite pour les fans de Captain America. Vous avez que des trucs de Captain America dans cette série, à part Madripoor, mais ça c'était très bien dans la série. Et en plus, à traiter de sujets sérieux, que ce soit le racisme, bien sûr, en plus on était en plein période George Floyd avec cette série. Également le militantisme américain avec le personnage de US Agent que je pensais que j'allais détester au final, c'était mon coup de cœur de la série. Un personnage qui voulait vraiment faire le bien et qui s'est forcé à devenir de plus en plus brutal à cause de ce que son gouvernement lui a fait subir. Donc c'était une série qui était étonnamment assez profonde et bien écrite au final. Le Faucon et le Soldat d'hiver, juste. Les scènes d'action étaient filmées avec le cube, et du coup le découpage était chaotique, la photo était dégueulasse encore une fois. Donc c'était pas parfait du tout, mais pour moi ça faisait partie du haut quand même de ce que le MCU nous avait proposé en termes de série télé notamment. Et puis sort ce Captain America 4, déjà qui sort 4 ans
après de Falcon and the Winter Soldier, ce qui est énorme pour une série spin-off qui est censée t'introduire un film. 4 ans d'attente, ça fait 4 ans qu'on n'a pas vu Bucky, qu'on n'a pas vu Sam Wilson. C'est là qu'on remarque encore une fois les problèmes de la diégèse problématique de Marvel. Et pour moi, ce film-là, bon là j'en sors et j'ai essayé de digérer un peu plus quand même. J'ai envie de me transformer en Ray-Dulk, là j'ai pas la haine, mais je suis déçu. Je suis franchement déçu et ça me fait chier, ça me fait chier. Et j'aurais dû m'y attendre quand même, j'aurais dû m'y attendre et j'aurais dû vraiment, parce que pour le coup ça se sentait par rapport au leak, par rapport au reshoot, aux multiples reshoots qu'on a vu du film, et même aux bandes annonces, parce que les bandes annonces, en tout cas dès les bandes annonces, j'avais pas à être déçu de la photo, parce que dès les bandes annonces ça se voyait que le film n'avait pas de photo et que ça ressemblait à un film TF1 tout pâle, tout dégueulasse, il y a aucune lumière, rien, tout est moche. En termes de photographie, comme les derniers films du MCU, ça j'en ai marre, ça me casse les pieds aussi. Donc moi je suis pas déçu par ça, parce que dans les bandes annonces on le voyait déjà. Il y avait pas de photos, que c'était moche, etc. En plus, il n'y a même pas de beaux plans, de composition de plans, c'est la réalisation de ce film. Là, je pense que j'ai envie d'enlever cette veste Avengers parce que j'en ai marre. Mais vraiment, on va devenir Hulk rouge là. Mais j'en ai marre que Marvel prenne des putains de yes man qui font des films indépendants à 2$ et du jour au lendemain, on leur donne la possibilité de faire un blockbuster de 200 millions de $, et comme ils savent pas faire parce que c'est des réalisateurs indépendants, et bien du coup ces yes men là deviennent les marionnettes de Marvel qui font comme ils veulent, qui mettent en scène ce truc là comme ils veulent, parce que eux ils connaissent pas l'industrie des effets spéciaux, ils connaissent rien de l'industrie blockbuster. Du coup une fois qu'ils ont shooté leur film, ils savent pas comment ça va rendre en fait, et du coup ça donne un film qui ressemble à rien quoi. La photo j'ai déjà évoqué, mais les scènes d'action, putain. Les scènes d'action, la scène d'intro, et c'est là qu'on voit les reshoots encore une fois, parce que le montage aussi. Attends, on va quand même parler de réalisation. Mais les scènes d'action, en tout cas, pas toutes. Il y en a qui sont ok, genre, si ça peut vous rassurer, le combat final contre le Hulk rouge qu'ils ont survendu dans la bande-annonce est bien. C'est pas la mise en scène du siècle, mais c'est lisible, c'est bien fait. Bon, c'est un peu court, honnêtement, c'est un peu court. Et la résolution, par contre, ça, par contre, vous risquez d'être déçus, et moi j'ai été déçu aussi, j'ai fait. Après, j'ai envie de dire, c'était tellement limité quand tu fais un film Captain America où le méchant c'est un Hulk. Genre, Captain America il peut faire quoi? Tu peux pas faire une scène d'action de 1/4 contre Captain America et un Hulk en fait. Au bout d'un moment, Hulk est censé le démonter quoi, logiquement. Donc évidemment, ils ont à peu près fait la seule résolution du combat que j'aurais imaginé. Mais ça reste facile, cliché, et vu et revu, et en plus ça se voit qu'ils ont reshoot le truc, parce qu'il y a des fonds verts dégueulasses, oui, les effets spéciaux aussi. Il y a trop de trucs à dire. Mais là, on est parti pour du salé en termes de review. Là, on est parti pour du salé, mais les scènes d'action d'intro qui sont essentiellement, j'ai spoilé un petit peu, mais c'est essentiellement une critique sans spoil quand même. Dès l'intro, on est sur de l'action. Grosse scène d'action qui réintroduit Sam Wilson, Captain America, et les scènes d'action sont surdécoupées, le montage il est ignoble, horrible, j'avais envie de vomir, j'ai essayé de comprendre l'action, mais c'était tellement mal filmé, les angles de caméra étaient tellement aléatoires dans les enchaînements de plans, ça ressemblait à rien, et en plus, la scène d'introduction, et toutes les scènes d'ailleurs avec Gus Fring, Giancarlo Esposito, on sent le côté reshoot à fond. Parce que dès la scène d'intro, déjà, c'est dans une espèce de monastère, et c'est dans des décors clos, fermés, tournés à la va-vite, avec des scènes d'action surdécoupées, mal foutues. Et pareil, Sideway, le personnage de Giancarlo Esposito, il a une scène d'action qui se déroule dans un coin de rue vide. Donc ça se voit que c'est du reshoot et qu'ils n'avaient pas de quoi offrir un décor incroyable, qu'ils allaient peut-être améliorer en effets spéciaux. Non, c'est du reshoot. Par exemple, et en plus les scènes d'action sont assez lents en termes de rythme. Dans l'intro, surtout, parce que dans l'intro, t'as Captain America qui affronte un membre. Pas la Société des Serpents, c'est juste Serpent d'ailleurs. Ils affrontent ce mec-là qui s'appelle d'ailleurs Copperhead, qui est un personnage des comics, mais bref, on s'en fout. Et le combat est tellement lent. Tu te dis, c'est Captain America, il est aussi nul que ça face à un bras droit, quoi. Et ça se voit, la scène d'action est tellement lente, alors que c'est juste suivi contre un seul gars, ça se voit qu'ils ont reshoot le truc et qu'ils ont étiré le temps pour vraiment que le film soit un peu plus long et... Bref, et puis t'avais la scène d'action contre Giancarlo Esposito qui était pas mal, parce que, on va en parler après, mais... Et on sent, qui était très mal filmé, encore une fois, très mal découpé, ignoble, mais ça fait plaisir, c'est cool de voir Exposito avoir une scène d'action, voilà. Et je crois qu'il y avait des bons moves. En fait, les quelques scènes d'action qu'on a dans ce film sont sauvées par les moves et les combos de combat. C'est-à-dire que Captain America dans ce film-là, comme c'est un personnage ailé avec plein de technologies sur lui, il a beaucoup de moves, de combos, de tactiques, de combats qui sont stylés. Le problème, c'est que la mise en scène ne valorise pas du tout ces tactiques-là, et du coup, c'est très mal fait. Mais on peut quand même retrouver le plaisir de voir des combos sympathiques à l'écran,
mais c'est pas bien mis en scène, donc on oublie ça très vite et c'est pas mémorable. Du coup, il y a ça. Après, il y a une scène d'action pour le coup qui se déroule dans un entrepôt, l'entrepôt du grand méchant. Là, pour le coup, c'est pas trop mal fait, c'est plus filmé en mode plan large à la John Wick. Bon, il n'y a pas des plans séquences, mais on y est presque. Là, c'est beaucoup plus lisible, c'est mieux fait, tout le film aurait dû être filmé comme ça si vraiment ils savaient pas filmer les scènes d'action. Et puis t'as la scène là, ils t'ont aussi vendu l'abondance sur ça, mais t'as la scène d'action aérienne autour du Céleste. Oh là là, en vrai, t'as un vrai potentiel avec un personnage comme le Faucon. Tu peux nous faire une scène d'action avec une mise en scène digne de Top Gun Maverick, quoi, avec des caméras braquées, des caméras en mode tête chercheuse qui suivent le personnage, avec un découpage de malade, des transitions de fou. Et non! Les effets spéciaux sont immondissimes dans cette scène d'action aérienne. Et comme tu as les deux faucons, t'as Captain America qui est en bleu et t'as l'autre qui est en vert, et qu'ils se battent autour d'une espèce de lever de soleil, bah du coup on n'arrive pas à trop distinguer leurs couleurs de costume. Et du coup dans le découpage, parfois t'arrives pas à faire la différence entre qui est l'un et qui est l'autre. Et du coup t'es largué parce que tu comprends rien. Et en plus, bah, comme j'ai dit, cette scène d'action-là fait tellement doublure numérique contre avion numérique, quoi. Il y a tellement pas d'authenticité, on ressent, c'est pas palpable du tout, quoi. Et franchement, moi, les effets spéciaux, j'étais assez déçu par ce rendu-là. Le seul rendu irréprochable, j'ai envie de dire, vraiment, le seul truc où ils ont fait un effort de fou, c'est le Red Hulk. Le Hulk rouge, pour le coup, il rend bien. Il est nickel. On a bien les expressions de Harrison Ford. Il est super bien rendu. Pour le coup, le Hulk rouge, excellent. Parfait. En termes de design, rien à redire. En termes d'effets spéciaux, sinon, le reste du film... En vrai, en général, ça va. C'est digne des blockbusters classiques, mais ça reste quand même... Ça reste pas fini, quoi. Ça reste pas fini, encore une fois. Et j'en ai marre. Comme le montage, le film, il fait même pas 2 heures, alors que tu dis... C'est ça qui fait peur, c'est que dans l'absolu, t'es dans un film qui a l'air extrêmement rempli d'informations, parce que c'est un film qui t'a introduit le nouveau Captain America, qui t'a introduit le président des États-Unis qui se transforme en Hulk rouge, qui te remet le délire qui met enfin à la lumière du jour le Céleste du coup des Éternels, qui introduit l'adamantium, ce qui était aussi dans la promo du truc. Et en plus, c'est une espèce de suite spirituelle à l'incroyable Hulk, en grosse partie. Et en plus, on te tease potentiellement le fait qu'on puisse reformer les Avengers, tout ça en 1h50 de film. Et évidemment, le montage est claqué au sol par rapport à ça, du coup, vu qu'il y a plein de séquences de montage, la scène d'action du début, elle débarque tellement vite et elle se coupe si vite. Non, en vrai, non, je sais même pas ça. Moi, la scène d'action du début, j'ai tellement pas aimé que je me suis fait chier. Ça m'a emmerdé, je voulais que ça s'arrête. Et après, t'as le montage qui devenait super banal, quoi. T'avais des montages qui vraiment, tu ressentais pas la cohérence narrative du montage entre une scène et une autre. On passait aléatoirement d'une scène à une autre sans qu'il y ait aucune logique visuelle, narrative ou quoi que ce soit. Et ça se sentait qu'il y avait beaucoup de séquences qui étaient bâclées, qui allaient peut-être assez vite. Et du coup, je trouve qu'on a sous-exploité plein d'éléments dans ce film-là. La réalisation, il y a vraiment rien à dire. Soit c'est du cliché, soit c'est du mal fait. C'est vraiment... J'en ai marre des Yes-Man. Engagez-moi des auteurs, j'en ai ras-le-bol. J'en ai marre de Marvel me casse les couilles avec ça. Et la musique aussi, c'est un film qui parle du président des États-Unis, de l'univers Marvel. C'est un film qui te parle de possibilité d'une guerre mondiale. C'est un film qui te parle d'un métal précieux qui va impacter tout le MCU. Et pourtant, j'arrive pas à retrouver cette sensation de ce film-là est important. Genre, j'arrive pas... Il y avait tellement de sujets importants à développer dans ce film-là qu'ils auraient pu, genre, montrer, bien sûr, nous montrer une guerre internationale, une guerre mondiale, donc développer, bien sûr, tout le côté politique avec le président Ross, et le fait qu'il puisse potentiellement faire la guerre contre d'autres pays concurrents par rapport au métal. On aurait pu nous faire tout un truc géopolitique assez bien développé, qui au final est assez mis en surface, au final. Et même, on nous ressasse. Ils ont vraiment rien à dire avec Sam Wilson. En vrai, je suis peut-être un peu triste pour Anthony Mackie, parce que enfin, il est le lead de son propre film Captain America, et on fait rien avec lui, quoi. C'est ça le problème, c'est que on te ressasse les mêmes thématiques qui étaient censées être déjà acquises dans Falcon and the Winter Soldier. C'est-à-dire que toutes les séquences où on remet un peu en question Sam Wilson, c'est les mêmes que dans Falcon and the Winter Soldier, où en fait, c'est lui qui se remet en question en mode « Est-ce que ça devrait être moi le nouveau Captain America ? Pourquoi moi ? Pourquoi pas un autre ?» T'avais déjà réglé ces putains de problèmes dans Falcon and the Winter Soldier, c'était réglé. À la fin, t'étais Captain America. Maintenant, tu me développes d'autres thématiques avec lui, genre pas encore les mêmes trucs à rallonge. Et non, on te refait ça. Et
Et alors qu'en vrai, il y a eu d'autres aspects à développer, justement, c'est sous-entendu, mais c'est jamais très développé, mais son duo avec le nouveau Falcon Joaquin Torres, d'ailleurs, qui est un personnage très lambda, vraiment, j'en avais rien. D'ailleurs, c'est marrant, puisque Danny Ramirez, l'acteur, bah du coup, il aime bien jouer des rôles aériens après Top Gun Maverick, mais ils ont voulu faire une relation un peu mentor-élève, où l'élève, c'est un mec un peu comique, hein, qui déconne un peu, c'est le personnage Marvel qu'on voit tous les jours, donc vraiment, le personnage oubliable au possible, il m'a vraiment pas marqué, et si vraiment il avait buté, ça m'aurait pas dérangé, quoi. Limite, ça aurait peut-être été plus intéressant dramatiquement parlant, parce qu'il y a clairement un écho entre ça et le fait que Sam Wilson avait perdu son partenaire à l'armée avant les événements de Captain America 2, donc ils auraient pu faire un parallèle plus forcé sur ça, ils l'ont pas fait malheureusement, et il n'y a pas que ça bien sûr, il y a plein de trucs, hein. Le côté, bien sûr le côté conseiller de Sam Wilson, bon en vrai ils le remettent, mais c'est tellement écrit, les dialogues les gars, les dialogues sont tellement bateaux. Oh putain les dialogues, qui a écrit cette merde? C'est pas affreux, mais c'est tellement blockbuster basique, et c'est ça qui me fait chier, c'est que tu as un film avec des enjeux interplanétaires, des enjeux de malades mentaux, et au final, ton film, il est vraiment conditionné juste pour être un bon film d'action divertissant d'1h50. Parce qu'en final, le film, et je pensais pas qu'on aurait à ce point cette vibe-là, mais ce film assume complètement une vibe de thriller typé années 90. Ce qui n'était pas la vibe que Captain America 2 dégageait. Captain America 2 dégageait une vibe plus thriller moderne contemporain, à la Jason Bourne par exemple. Là, on est complètement dans un délire de thriller des années 90, pour le coup. Avec un Harrison Ford président qui va se faire attaquer. Et toi, tu te dis, on est dans l'univers Marvel. Là, tu dis, président qui se fait attaquer, mais dinguerie. Là, il va avoir des conséquences dans les prochains films, dans les prochains machins de malade. Non. T'auras pas ça. C'est vraiment une histoire qui est assez auto-contenue, mais c'est ça qui est débile. C'est ça qui est un peu débile avec ce film-là, c'est que ils font une histoire auto-contenue avec un film qui est là pour régler plein de filaments narratrices qu'ils n'avaient jamais réussi à résoudre avant dans le MCU. Le problème et l'avantage dans un sens, c'est que c'est un film qui est beaucoup plus concentré sur les relations humaines entre personnages que sur l'échelle géopolitique qu'ils auraient pu développer. Parce que comme on l'a dit, par exemple dans ce film-là typiquement, Captain America travaille pour le président des États-Unis. On le développe un peu ce questionnement-là, mais on le développe pas non plus à fond, hein, au final. On ne développe pas tant que ça au final. On aurait pu développer, comme je l'ai dit, beaucoup plus la question de la géopolitique avec les Célestes. Et il y avait plein de questionnements qu'ils auraient pu vraiment pousser à fond pour nous faire un film peut-être plus politique, profond, sur les États-Unis. En plus, c'est un film qui est actuel, bien sûr, avec tout le côté président des États-Unis, attentat, etc. Actuel par défaut certes, mais actuel quand même, et ils auraient pu aller beaucoup plus loin. Quand ils ont annoncé le film au départ, je m'attendais vraiment à ce qu'on soit sur une guerre mondiale entre le Japon, la France, les États-Unis, etc. Vraiment un truc qui te fait sentir tout petit par rapport à l'immensité de l'enjeu du film, mais le film est tellement conditionné et filmé et mis en scène et monté comme un blockbuster d'action basique que je ressens pas les enjeux du film, et du coup je suis juste déçu, quoi. Je dis pas que Marvel ça a pas toujours été ça non plus, mais Marvel avait l'habitude de nous proposer des choses quand même plus profondes quand même que ça, quoi. Et ça m'emmerde encore une fois. Et en plus on ressent aussi le côté, on est un peu sur un film cache-misère dans le sens où ça se voit qu'il y avait plein d'intrigues, qu'ils savaient pas comment les résoudre ou les évoquer dans les autres œuvres, qu'ils se sont dit écoutez, on va se servir de ce film-là pour les évoquer en fait. Dans le sens où ce film-là, c'est clairement une suite à l'Incroyable Hulk, déjà, qui est sorti il y a 17 ans, il y a beaucoup de personnages de l'Incroyable Hulk qui reviennent, et on développe beaucoup, on parle beaucoup des événements de l'Incroyable Hulk, par exemple, et du coup, tout ce qui avait été laissé en suspens dans l'Incroyable Hulk il y a 17 ans, on te le ramène là, et donc on te les met là dans un film Captain America, où du coup, tous les grands méchants du film Captain America sont des méchants de Hulk, en fait. Que ce soit le leader, que ce soit le Hulk rouge. Surtout avec le combat avec le Hulk rouge, comme je vous l'ai dit, le combat est cool, mais il est court, et la résolution est éclatée au sol. Ça se voit qu'ils pouvaient pas aller plus loin, parce que tu peux pas aller... C'est Captain America, le mec il tiendrait pas 2 minutes contre Hulk rouge, donc le combat dure 2 minutes, quoi. Et ça que tu sens le potentiel coupé. Imagine si ça avait juste été un film Hulk, avec le leader, avec le Hulk rouge. Là ils auraient pu aller à fond dans l'action, dans le chaos, dans les conséquences visuelles, graphiques du film. Et le truc, c'est qu'ils ont clairement choisi de faire leur film, leur incroyable Hulk 2 sans Hulk, parce qu'on sait évidemment qu'ils ont leur problème de droit avec Universal. C'est Universal qui a les droits normalement pour faire des films Hulk, et pas Marvel. Marvel ont le droit de faire paraître Hulk en tant que personnage secondaire de tous leurs films, mais pas en tant que personnage principal de son propre film depuis le fiasco de Incroyable Hulk.
Et donc, ben, ça nous mène à ce bordel-là. Et en plus, ça fait des années qu'on se dit ça, ça fait 3 ans qu'on se dit ça, et enfin, on répond à la question du pourquoi la Terre ne réagit pas au fait qu'il y a un giga céleste qui a émergé de l'océan, en fait. Donc là, enfin, on l'exploite. En fait, en plus, on l'exploite pour quelque chose qui risque d'être extrêmement important pour l'avenir du MCU, qui est l'adamantium. Donc vraiment, c'est censé être un film de malade mental, hein. On t'introduit le Hulk rouge, l'adamantium, des célestes, le nouveau Captain America, le président des États-Unis. Tu te dis, mais ce film, il va être impactant, ça va être top 5 peut-être des meilleurs films du MCU si vraiment ils font l'effort de proposer une histoire forte. Eh ben non, niquez-vous les gars. Donc, j'ai la haine. Donc, ouais, là, vraiment, j'ai la haine. Et la musique aussi. La musique, j'aime bien la musique en vrai. La musique est pas trop mal pour simuler un thriller des années 90. Ça va à fond dans les musiques très violon qui part vite en mode de psychose, tension, etc. En mode Hitchcockien un peu, hein, dans la musique. Et ça, dans la musique, c'est plutôt sympa. Sinon, je ressens tellement pas l'épique et l'enjeu et la magnitude de Captain America parce qu'il n'y a pas le thème de Captain America. Je demande pas le thème de Steve Rogers, hein, je demande le thème qu'avait Sam Wilson. Parce qu'il faut savoir que Henry Jackman, et je suis très dégoûté qu'Henry Jackman ne soit pas revenu faire la musique de ce film-là, parce que Henry Jackman, lui, c'est un très très bon compositeur, il avait créé un thème pour le Faucon dans Captain America 2, et dans Falcon and the Winter Soldier, il a réussi à réajuster le thème de manière à ce que soit un thème à la Captain America et le thème de Sam Wilson. Et ce thème-là, en tout cas dans mes souvenirs, je crois qu'on l'entend pas du tout du film, le thème. Et du coup, à aucun moment tu te dis, quand Captain America débarque, waouh, c'est Captain America parce qu'il n'y a pas le thème emblématique de Captain America derrière, quoi. Sans compter le fait que la mise en scène ne soit pas là, ne soit pas présente non plus, quoi. Donc voilà, il y a ça aussi. Et le truc, c'est que le film se veut tellement personnel, focalisé sur ces personnages-là, que moi je ressens pas du tout, j'ai plus l'impression d'avoir vu un gros épisode de série télé Marvel Disney+, qu'un film de cinéma, honnêtement. Parce que je ressentais beaucoup plus le côté Captain America dans la série Falcon and the Winter Soldier que dans ce film-là. Dans ce film-là, ben, tu as Captain America qui bosse pour le président, tu as Captain America qui fait beaucoup de choses, mais à aucun moment j'ai eu l'impression de voir Captain America parce que à aucun moment on met en valeur Captain America du point de vue des civils, par exemple, des civils, même des Américains, c'est pas tant évoqué que ça, le point de vue des Américains sur Captain America, le point de vue des autres pays du monde sur Captain America, c'est pas tant évoqué que ça non plus, alors que dans Falcon and the Winter Soldier, Captain America c'est un symbole, c'est un truc de fou, et quand Sam devient enfin Captain America, t'as tous les civils qui le saluent, qui sont en kiff devant lui. Là, on ne développe pas du tout l'apport aux civils, et je trouve je ressens pas du tout le côté Captain America du personnage, en fait. C'est un mauvais film Captain America dans ce sens-là, quoi. Et ça me déçoit vraiment. Il y a le personnage de l'Israélienne, là. Le Ruf, le personnage de Sabra. Du coup, on a le personnage de Sabra qui a fait un peu scandale quand le film a été annoncé, parce que c'est un personnage... Dans les comics, c'est une mutante super-héroïne israélienne. Et moi, quand il a annoncé au casting à l'époque, ce personnage-là, je m'attendais à ce que ça allait nous faire encore plus le côté New World Order, en fait. Le côté... Oui, dans ce film-là, t'as tous les pays du monde qui vont vouloir s'accaparer l'adamantium, et du coup, Captain America va devoir affronter des personnages, par exemple des méchants israéliens, français, anglais, japonais, tout ce que tu veux. Et moi, je m'attendais vraiment à un truc avec une échelle mondiale puissante et des enjeux de fou. Et comme le personnage a fait polémique parce qu'on est en plein conflit israélo-palestinien, et que l'actrice étant israélienne, soutient l'Israël et donc soutient pas la Palestine, on va dire, et du coup, tout le monde défonce l'actrice, tout le monde veut la boycotter, et donc Marvel a supprimé toute allusion aux racines israéliennes du personnage. C'est-à-dire que ce personnage-là, elle est israélienne, en une ligne, il s'est dit qu'elle est née à Israël, mais on s'en fout, sinon ça n'a aucune importance. Voilà. Elle bosse pas pour Israël. Déjà, je comprends pas le délire. Elle bosse pas pour Israël, elle bosse pour les États-Unis alors que c'est une Israélienne. T'es pas censé être américaine. Après, moi, je sais pas comment ça fonctionne, donc peut-être que je dis de la merde. Hein. Mais peut-être qu'aussi bien, parce qu'en gros, c'est genre la chargée de sécurité du président dans le film, alors qu'elle est pas américaine. Hein, bref. Mais voilà, elle bosse pour les États-Unis. C'est pas une mutante, c'est une ancienne Black Widow. C'est pas un spoil, on s'en fout. C'est une ancienne Black Widow. Donc le personnage n'a absolument aucun lien avec la version des comics. Pourquoi ne pas juste avoir mis Sharon Carter, par exemple? Tant qu'à faire un film Captain America, mettez-nous des personnages de l'univers de Captain America, tiens. Parce que d'ailleurs, ce personnage-là, sa première apparition en comics, c'était dans un comics Hulk. Donc techniquement, c'est encore un personnage de l'univers de Hulk. Donc vraiment,
j'en ai marre. J'en ai ma claque. Mais voilà, ils auraient pu mettre n'importe quel personnage à sa place. Parce que, à ce qui paraît, c'est obligatoire d'avoir un personnage typé Black Widow dans une œuvre Captain America maintenant. Arrêtez vos conneries. Mais si je dois parler d'un point fort, quand même, pour moi ce film-là, c'est pas du tout le film d'Anthony Mackie, malheureusement. Je trouve qu'il a pas le... je trouve qu'il est bon dans ce qu'il joue, en vrai. C'est un bon acteur. Mais je trouve que la mise en scène, la BO, tout, rien ne l'aide pour qu'il fasse Captain America, quoi. C'est quand même, je ressentais quand même quelque chose dans la série télé, quand il devenait Captain America, parce que t'avais tout le build-up qui était important, et t'avais tout qui faisait que, waouh, c'est le nouveau Captain America, quoi. Alors que dans ce film-là, on s'en fout tellement, en fait, du personnage, j'ai l'impression, en tant que symbole, en fait, on évoque que oui, c'est un symbole, mais on le montre jamais, que moi j'ai juste l'impression de voir le faucon avec une étoile sur son costume, quoi. J'arrive pas à ressentir le côté Captain America du personnage, quoi. Et parce qu'ils font aucun effort, et malheureusement Tony Mackie n'a pas forcément le charisme approprié pour porter ce fardeau, quoi, parce que, comme je dis, rien ne l'aide dans ce film, déjà, et parce qu'on ressasse les mêmes développements de personnages qu'il avait dans Falcon. Mais pour moi, ce film-là, c'est vraiment le film de Harrison Ford. Vraiment le personnage qui a le plus de développement psychologique, d'attache, d'arc narratif, et limite, t'es vraiment attaché, à la fois tu le détestes, à la fois tu t'attaches à ce personnage-là, c'est le personnage de Harrison Ford, donc du général président Thaddeus Ross, et j'étais assez surpris honnêtement, parce que moi j'avais peur, parce que dans les bandes annonces, j'avais l'impression que Harrison Ford faisait que du Harrison Ford. Bon, c'est plus ou moins ce qu'il fait en vrai. Parce que moi, je voyais pas du tout le personnage de General Ross, qui malheureusement a été interprété par William Hurt, qui est malheureusement décédé depuis. Et c'est pour ça que c'est Harrison Ford qui joue le rôle du coup du président Ross dans ce film-là. Le personnage devient président des États-Unis, mais on n'oublie pas pour le coup dans le film. Tout ce qu'il a fait avant, quoi. C'est en fait, c'est vraiment un personnage qui est attrapé par ses démons du passé. Et pour le coup, on évoque beaucoup tout ce qu'il a causé dans le MCU, en fait. Que ce soit les événements de l'Incroyable Hulk, les événements de Civil War, et des événements qui se déroulent en parallèle qu'on va découvrir dans ce film-là. Donc on remet énormément le personnage en question, qui maintenant qu'il devient président, maintenant a une responsabilité immense à avoir en tant que président. Et à la fois, il y a tous ces démons du passé, toutes les erreurs qu'il a commises dans sa vie en tant que général, qui le rattrapent et qui viennent le hanter dans sa responsabilité de président. Et on essaie de lui donner de l'humanité, de montrer que c'est un personnage qui a vieilli, qui a mûri entre guillemets, et qui veut essayer de faire les choses bien. Et je trouve que c'est un parallèle qui est intéressant avec Captain America, justement, qui lui aussi est un personnage qui doit prouver quelque chose par rapport au fait que lui aussi succède à un poste important entre guillemets. Et pour le coup, je trouve que c'est le seul personnage qui est plutôt bien développé, qui a pas mal de temps d'écran. Et Harrison Ford, au final, joue quand même pas mal de facettes, en vrai. À la fois, il y a des séquences où il est humilié, des séquences où il doit être triste, des séquences où il doit être enragé, des séquences où il doit faire bonne figure. Donc, après, Harrison Ford, c'est très particulier, parce que je sais pas s'il s'en bat la race, parce qu'en gros, Harrison Ford, quand il joue, il y a toujours un mélange de nonchalance, mais de jeu quand même. Il joue quand même, il est en colère, il est triste, mais il y a quand même un côté nonchalance dans son jeu. Du coup, j'arrive pas à savoir s'il s'en bat la race d'être dans ce film, ou si juste c'est Harrison Ford, il joue tout le temps comme ça dans les derniers films qu'il fait, quoi, à son âge. Mais en tout cas, je trouve que c'est le meilleur personnage du film, très largement, et qu'il a une belle évolution qui fonctionne très très bien pour le coup, avec bien sûr la transformation fatidique en Hulk rouge, qui est différente des comics, vu que dans les comics, à la base, Hulk rouge, c'est un mystérieux Hulk qui tue des méchants, et en gros, on te fait tout un build-up sur ce personnage dans les comics, et boum, twist, tu découvres que c'est Ross. Là, c'est l'inverse, là, on te fait un build-up du personnage pour qu'il devienne le Hulk rouge, ce qui était pas inintéressant en vérité, pour le coup. Comme j'ai dit, il y a le personnage du nouveau faucon, Joaquin Torres, du coup, qui est le personnage du MCU que vous avez vu tous les jours dans votre vie, quoi. C'est le personnage jeune, qui fait des blagues, qui est un peu cool, qui est le sidekick. Genre, c'est le personnage le plus... C'est comme Shang-Chi, quoi. C'est des personnages... J'en ai marre de ces personnages-là. J'ai l'impression que c'est le profil du personnage du MCU qui fait des blagues qu'on a tout le temps. Chercher d'autres registres, bordel, putain. En plus, je trouve son costume dégueulasse. Son costume, c'est comme le costume qu'avait le Faucon pendant quelques années dans les Avengers et tout. Son costume ultra militarisé avec des détails de partout, je trouve que ça ressemble à rien. Il y a que son casque qui est pas trop mal et qui est plutôt comics accurate. Mais son costume est assez laid sinon, au final. Mais le personnage en soi, c'est le sidekick cliché, il est pas très intéressant, il est assez oubliable, et bon, bref. Et on a le personnage de Isaiah Bradley, qu'on retrouve de Falcon et Winter Soldier, qui pour le coup est pas mal. Je m'attendais à ce qu'on le voit beaucoup moins que dans ce film-là, mais au final, dans ce film-là, on développe beaucoup quand même son apport, son passif
d'ancien super soldat noir qui a été persécuté par le gouvernement. On le confronte à son gouvernement, et du coup c'est un personnage qui est comme dans Falcon et Winter Soldier, très attachant, très bien interprété par Carl Lumbly qui est une légende, et du coup tu veux qu'il s'en sorte et tu t'attaches à lui très facilement, quoi. C'est une très bonne figure de mentor pour Sam, et lui aussi c'est l'une des quelques surprises du film pour le coup. D'ailleurs, si vous n'avez rien vu de l'univers Marvel, en vrai le film, et ça m'a un peu emmerdé, mais c'est la logique un peu télévisuelle du MCU. Si vous n'avez vu aucun film du MCU, vous pouvez regarder ce film en vrai. Bon, ce serait quand même bien d'avoir vu les précédents Captain America quand même, mais ce film, dès le début, on vous récape toute la vie du président Ross, on te récape qui est le Faucon, qui est Isaiah, qui est machin, etc. Donc en vrai c'est un film, je pense, vous pouvez totalement ne pas regarder la série Falcon avant par exemple, les Éternels quand même ce serait pas mal, puisque tu vas quand même te dire mais qu'est-ce que ça fout là ce gros machin qui est sur la Terre quoi, mais bref. Mais voilà, c'est un film qui est assez accessible pour le grand public, et puis comme je vous l'ai dit, cherchez pas grand chose avec une grande prétention, ça fait le café, 1h50 divertissant, ça passe très bien quoi, donc vous pouvez kiffer, c'est assez accessible comme je vous l'ai dit, mais voilà quoi, ça va au-delà de ça. C'est comme il y a aussi le personnage de Layla Taylor. D'ailleurs c'est marrant parce que le personnage débarque en mode comme si on l'avait déjà vu avant, alors que non, on l'a jamais vu avant, c'est la première fois qu'on la voit dans ce film-là. Qui est dans les comics, je crois que dans les comics c'est pareil, c'est une militaire qui est gigapote avec Sam Wilson et qui devient sa love interest. Là je crois que c'est la secrétaire du président, je crois. Y a rien à dire, pareil, personnage fonction, qui est juste là pour faire le lien entre Ross et Sam Wilson, mais tous ces personnages-là, dispensables. Comme je l'ai dit, on aurait largement pu ramener par exemple Sharon Carter, qui est un personnage de l'univers de Captain America, qu'on a laissé en suspens dans Falcon, et donc elle, on aurait carrément pu la mettre à leur place par exemple. Et pareil, tant qu'à mettre des personnages de l'univers de Captain America, et d'ailleurs ça a été dit en interview qu'ils voulaient le mettre mais qu'ils n'ont pas pu parce qu'ils avaient trop de personnages, pourquoi ne pas avoir mis le personnage de Elijah Bradley, du coup le neveu, le petit-fils de Isaiah Bradley, et Elijah Bradley qu'on avait vu brièvement dans Falcon et Winter Soldier, et qui est censé devenir le chef des Young Avengers, donc patriote. Et je pense que ce personnage-là, s'il était présent dans le film, aurait aidé à l'un des problèmes que j'ai avec ce film, qui est que on ressent pas l'inspiration qu'a Captain America, on ressent pas le point de vue extérieur des gens par rapport à Captain America, et avoir ce jeune garçon noir de 17 ans, évoluer durant ce film-là, et se développer une relation peut-être avec Sam, je pense que ça nous aurait aidé à ressentir ce manque d'impact que j'ai pas dans ce film-là en fait. Donc c'est aussi ça le fait de vouloir faire un film Hulk et à la fois un film Captain America, c'est que tu sacrifies des personnages de l'univers de Captain America quand même. Là aussi du coup une adaptation de la Société des Serpents, donc comme ça au moins, alléluia, on a quand même des vilains de Captain America dans ce film-là, il n'y a pas que des vilains de Hulk, donc, qui d'ailleurs a été massacré, parce qu'en gros, ils ont reshooté plein de fois la Société des Serpents, parce qu'à la base, la Société des Serpents, ils auraient dû avoir un design beaucoup plus comics, un peu plus sectaire, kitsch, coloré, parce qu'à la base, la Société des Serpents, c'est un peu l'incarnation même de toutes les équipes de super-vilains reptiliens connus des comics, et donc c'est des personnages qui sont typés serpents en fait, et qui ont des costumes de serpents et qui sont pas très, et qui sont assez cheapos en vérité. Donc là ils les ont modernisés. Ils avaient tourné ça avec Seth Rollins, le catcheur je crois, et Rosa Salazar. Et autant tout le monde a interviewé tout le stade du film pour se demander pourquoi ils avaient coupé Seth Rollins, autant personne n'a posé la question sur Rosa Salazar, parce que moi je pensais qu'elle était encore dans le film, Rosa Salazar, parce qu'en gros elle devait jouer le personnage de Diamondback, qui est une membre de la Société des Serpents et une ennemie récurrente de Captain America, mais en fait non, elle a été complètement coupée du film, alors que moi Seth Rollins j'en ai rien à foutre. Moi Rosa Salazar, moi j'en ai plus quelque chose à foutre, parce que c'est une très bonne actrice, et c'est l'actrice qui avait joué Alita dans Alita Battle Angel, et donc je me dis, putain tu me coupes une actrice pareille, et tout le monde s'en fout en fait. Donc je me dis putain. Donc ils ont beaucoup, il y a pas que quand il était enlevé du film, d'ailleurs on en parlera en spoiler. Ils ont remplacé tout ça par du coup Giancarlo Esposito dans le rôle de Sidewinder, le chef de la Société des Serpents. Et en vrai ça me dérange pas qu'ils aient modernisé la Société des Serpents pour en faire une espèce de groupe de mercenaires un peu mercenaires, stratèges, etc. Ça me dérange pas, c'est normal, c'est dans le ton un peu thriller qu'ils veulent instaurer dans ce film-là. Après, je trouve ça quand même si chiant et si ennuyeux et si peu intéressant de transformer la Société des Serpents en mercenaires bateau avec des guns, quoi. Ça participe au fait qu'on se fait chier dans le film. Tu vois, en vrai, sur papier, je suis censé me dire, putain,
Captain America contre la Société des Serpents, ça va être stylé. Et en fait, c'est juste Captain America contre des mercenaires, quoi. Donc en vrai, tu te fais chier, quoi. Donc en vrai, au moins, après, le truc, c'est que c'est une introduction à l'équipe en vérité. Hein. Donc peut-être qu'ils seront mieux par la suite. Mais au moins, donnez-leur des améliorations technologiques qui ressemblent à des trucs de serpent, je sais pas, mais faites des trucs. Et quant à Giancarlo Esposito, du coup, il est enfin dans le MCU. On l'a typecasté pour des rôles comme Magneto, comme Doctor Doom, on l'a typecasté pour des rôles de taré. Et du coup, tout le monde était surpris qu'on le caste dans le rôle de Sidewinder, chef de la Société des Serpents. Et moi, au final, je le prends pas trop mal, parce que moi, je trouve que c'est un point de vue intéressant que Giancarlo voulait surprendre les gens, en fait. Il s'est dit, moi, je veux pas jouer un personnage giga incroyable de l'univers Marvel, moi, je veux prendre un personnage auquel personne va s'attendre, et je vais me l'approprier pour en faire ma version, et en faire un personnage que les gens pourraient kiffer, en fait. En vrai, pour moi, c'est un peu comme Killmonger, par exemple, avec Michael B. Jordan. C'est qu'à l'échelle des comics, Killmonger, tout le monde s'en fout de ce méchant, mais ils l'ont bien écrit et il était bien interprété dans Black Panther, et maintenant Killmonger, pour beaucoup, c'est le meilleur méchant du MCU avec Thanos. Et Sidewinder, je vois ça un peu pareil, dans les comics, on s'en bat la race de Sidewinder, tout le monde s'en fout de Sidewinder, mais le fait de donner ce rôle-là à Giancarlo Esposito, d'en faire le leader d'un groupe de méchants, et d'en faire un mec super badass, et en plus, c'est une introduction à ce personnage-là, donc on risque de le revoir, et on risque peut-être de le voir évoluer, et peut-être de gagner plus en épaisseur, on va dire. C'est pas quelque chose qui me dérange, et d'ailleurs ça me bute de voir à quel point, quand tu vois le personnage du comics Sidewinder, tu dis putain, c'est vraiment un serpent, quoi. Ça me bute de voir à quel point Giancarlo Esposito a mis énormément d'efforts et d'applications à essayer de s'approprier le personnage, dans le sens où c'est lui qui a demandé à ce qu'il y ait un code couleur orange pour respecter le code couleur des comics. C'est lui qui a demandé à ce qu'il y ait des yeux bleus pour respecter le code couleur des yeux du personnage dans les comics. Et c'est lui qui a demandé à ce que... il s'est écrite sa propre backstory qu'il avait imaginée pour le personnage, pour l'interpréter en ayant quelque chose en tête de ce que représente ce personnage-là. Donc pour les quelques reshoots qu'il a fait, Giancarlo Esposito, il a fait un giga travail de recherche et d'acting au final pour le rôle. Et en vrai, ouais, quoi. Il joue la même chose que d'habitude, en vrai, malheureusement. C'est à tous ceux qui s'attendent à voir Giancarlo Esposito enfin jouer quelque chose de différent. En vrai, le seul truc différent dans son personnage, c'est que c'est un personnage qui est plus typé action. C'est que c'est un personnage qui se bat avec des couteaux, avec des guns, etc., qui a des vrais fights. Et ça, pour le coup, ça c'est cool, pour le coup, de voir Giancarlo Esposito se battre en action, même si c'est tellement mal découpé, même si c'est tellement découpé avec le cul que ça se voit que c'est sa doublure. Mais bref, c'est quand même cool. Mais si en dehors de ça, d'ailleurs, je sais pas un gros spoil, mais dès la scène d'intro, ils le font parler espagnol, déjà j'ai fait... Ils ont vraiment voulu amener le Gus Fring appeal, en fait, aux gens. Alors qu'il faut savoir que Giancarlo Esposito n'est pas du tout latino, il est italien, le mec. Donc arrêtez de le faire parler espagnol juste parce que les gens ont vu Breaking Bad. Ça faisait tellement forcé de l'entendre parler espagnol. Et en plus, en vrai, il joue comme dans Breaking Bad et dans The Boys. Froid, et à la fois un petit peu cynique, qui jouait dans ces deux séries-là. Le seul truc en plus, c'est vraiment le côté scène d'action, quoi. Mais en vrai, le personnage est cool, mais c'est juste que en fait, ça dépend de ce qu'ils en font après, quoi. Ça dépend de ce qu'ils en feront après. C'est une introduction hoquetière pour ce personnage-là, qui a 2-3 scènes. Mais bon, on aurait pu peut-être s'attendre à mieux pour un acteur de l'acabit de Giancarlo Esposito. Pour le coup, il me reste du coup le grand méchant du film, qu'on va pas non plus trop évoquer parce qu'ils ont quand même essayé de le planquer au maximum, qui est donc le Dr Samuel Stern, The Leader, interprété par Tim Blake Nelson, qui est un acteur que j'aime beaucoup de manière générale. Et le Leader, c'était clairement ma plus grosse attente du film, parce que déjà Marvel l'a planqué de la promo du film. Ils ont vraiment caché son design de toute la promo du film, et bravo à eux d'avoir quasiment réussi de A à Z à planquer son design, tellement qu'en fait ils ont lâché des Funko Pop et des artworks qui ont leak du personnage, et ils nous ont piégés. Ils nous ont totalement piégés sur le design du Leader, et j'ai envie de dire bravo à eux pour le coup. Parce que pour le coup, les designs qui ont fuité sont tellement pas du tout de l'acabit du design qu'il a en fait dans le film, qu'ils nous ont bien eu pour le coup. Et en vrai, je pense que ça va gueuler pour beaucoup, mais personnellement, en vrai, j'aime bien. J'aime bien la proposition du design, pour le coup, du Leader. Parce que pour le coup, le Leader, il est vraiment traité comme le méchant des années 90. Le méchant du thriller 90. Vraiment, il est caché dans l'ombre, on voit pas son visage pendant la moitié du film, on l'entend parler, on le voit de dos, il observe tout le monde avec des ordinateurs. Tu vois, c'est vraiment le méchant, il passe des coups de fil et tu sais pas à quoi il ressemble. C'est vraiment le méchant
de thriller paranoïaque par excellence. Et puis après, tu verras ça, on verra son design après. Et donc moi, j'ai plutôt bien aimé le personnage. Malheureusement, j'aurais peut-être aimé en voir plus quand même du personnage. Parce qu'ils ont quand même annoncé le film en l'annonçant lui d'abord comme personnage. Et je m'attendais quand même à ce qu'il ait, j'aurais aimé qu'il ait plus de temps d'écran. Et sa motivation, pour le coup, je sais pas si ça me dérange pas, mais ça fait quand même très méchant de comics, quand même, on va dire. Et je trouve qu'on aurait mérité à mieux développer ça, à plus développer ça, par rapport au fait qu'on n'ait pas vu le personnage depuis 16 ans, depuis l'incroyable Hulk, quand même. Et si tu dis, on n'a jamais eu un temps d'écart aussi large, où on n'a pas vu un personnage de Marvel, en fait. Donc 16 ans d'attente, et tout est compréhensible dans ce qu'il veut faire, mais ça reste assez expédié parce que c'est un film d'action et il faut que ça avance, quoi. J'aurais aimé qu'on reste beaucoup plus longtemps sur son personnage et qu'on fasse plus de choses avec lui. Donc bref. Et qu'est-ce qu'il me reste à dire ? Ah oui, il y a une scène post-générique tout à la fin du film qui sert à que dalle. Ça se voit que c'est un reshoot. Ça se voit que c'est un reshoot parce qu'au dernier moment, ils se sont rendus compte que leur prochain film après c'était Avengers. Avengers Doomsday. Ils se sont dit merde, Avengers Doomsday, merde, putain, qu'est-ce qu'on va faire ? Bon, on va faire la scène post-générique la moins intéressante du monde. Et ça m'a fait rire parce que c'est limite une parodie de DC, de Crisis on Infinite Earth. Donc on en parlera en spoiler aussi de ce truc-là, mais franchement, ne restez pas pour la scène post-générique, c'est pas nécessaire du tout. Ah oui, je suis content qu'ils aient changé le design de Captain America parce que moi personnellement, je trouvais que son costume dans Falcon, il était trop rembourré, ça se voyait que c'était des faux muscles, qu'il était en train de suer dedans, quoi. Là, je suis beaucoup plus fan du costume qu'il a dans ce film-là, même je suis plus fan qu'ils aient enlevé son masque qui rendait pas très bien à l'écran aussi. Donc le costume, pourquoi pas, il passe bien. Costume plus typé couverture, on va dire. Et par contre, autre chose qui m'agace au plus haut point, arrêtez avec les casques en nanotechnologie. Ça, c'est l'enfer sur Terre, c'est le diable. Les casques en nanotechnologie, les casques en CGI qui se barrent et qui reviennent comme ça, j'en ai marre. J'en ai marre de ces casques-là. Laissez vos super-héros être des super-héros, bordel. Laissez-les garder leur putain de masque. Je m'en bats les couilles. Voilà, ça, coup de gueule, mais de tous les films Marvel actuels. Hein. Les trucs nanotechnologiques, ça, j'en ai marre. C'est le chaos, ça va détruire le monde, ce truc-là. Voilà. En vérité, si vous êtes fan du MCU par rapport à ce que ce film introduit, en vrai, vous êtes obligé de le regarder, quoi. Après, ne vous sentez pas obligé de le regarder au cinéma, honnêtement, quoi. Mais parce que, comme je vous dis, moi j'aime beaucoup la saga Captain America, et même en n'étant pas très fan de Civil War, ce film-là est tellement en dessous de Civil War aussi, quoi. Pour moi, on est du niveau Thor 4 Ant-Man Quantumania, quoi. En sachant, parce que beaucoup vont dire que c'est affreux, en sachant que moi j'apprécie Thor 4 et que j'ai du respect quand même pour certaines prises de risque de Ant-Man 3, et sachez que moi je mets Spider-Man No Way Home et Black Panther 2 au même niveau. Pour moi tous ces films-là c'est des films moyens qui ont été mal foutus et qui se sont fait démonter par des problèmes de production. Et Captain America, pour moi, ça tombe dans le même moule que tous les films Phase 4, Phase 5 que Marvel nous a fait, et ça me déçoit énormément, et pour moi, c'est vraiment clairement dans le bas du panier du MCU, ça m'embête au plus haut point, honnêtement. Et voilà, mais puis ça t'installe des trucs extrêmement importants pour la suite, mais tu ressens pas l'impact de cette importance-là, quoi. C'est décevant. Voilà. Putain, en vrai, ça me fait chier, j'en ai marre. Et le prochain truc, c'est Thunderbolts, putain. Voilà. Bon, est-ce qu'on spoil ? Qu'est-ce qu'il y a à dire en spoiler ? Moi, j'ai bien aimé la scène d'intro. C'est la seule scène du film où il y a un peu de mise en scène, parce qu'on joue sur le côté double personnalité de Ross, parce que quand il fait son premier discours en tant que président des États-Unis, en fait, il est entouré de plexiglas, et du coup, on joue avec ses reflets sur le plexiglas, qui peut refléter sa double personnalité de Ross et de la rage qu'il a en tant que Hulk rouge. Et en gros, le personnage du Général Ross, je trouve qu'il le développe très très bien par rapport à son humanité, par rapport au fait qu'il n'ait pas revu sa fille Betty, qu'il ignore depuis des années, et que du coup, pendant tout le film, tout ce qu'il veut, c'est faire plaisir, c'est montrer à sa fille qu'il a changé et que maintenant il est un homme bien. J'ai trouvé ça très très drôle qu'ils ont quand même le temps d'une petite scénette, ils ont quand même montré Harrison Ford avec la moustache. Pour le coup, j'ai trouvé ça assez marrant. Et j'aime beaucoup le fait qu'ils aient très bien résumé, ils ont bien récapitulé toutes les conneries que le personnage a fait dans le MCU, pour le coup. Ils évoquent plusieurs fois les événements de l'incroyable Hulk à Harlem, avec Hulk et l'Abomination, et le fait que c'est à cause de Ross que le combat de l'incroyable Hulk est arrivé et a causé un nombre de morts affreux, abominables. Et en plus, on évoque aussi qu'après les événements de l'incroyable Hulk, en fait, c'est lui qui a
c'est lui qui a récupéré Samuel Stearns, qui du coup s'était pris les gouttes de sang de Hulk sur le cerveau, et en fait lui a rajouté encore plus de GABA sur lui, et en fait l'a foutu en prison, l'a mis en prison, et a forcé, et lui a obligé à fabriquer des armes pour lui en fait, et en gros il l'a traité comme un cobaye, comme un rat de laboratoire durant 15 ans en fait. Et ensuite, il lui a donné une fausse promesse pour qu'il le sauve, parce qu'en fait, le général Ross, du coup, a un problème de cœur dans ce film-là, qui, du coup, est cohérent avec le MCU, parce que dans Civil War, il disait qu'il avait eu un problème cardiaque. Donc au final, dans ce film-là, ils arrivent à raccrocher les wagons, on va dire. Donc je trouve qu'il n'y a que avec Ross que tout est à peu près bien écrit, c'est ça qui est marrant. Du coup, au final, moi, je m'attendais à ce qu'ils rendent le personnage beaucoup plus sympathique, maintenant que William Hurt ne joue plus le rôle, et que maintenant que c'est Harrison Ford, qui est un grand héros du cinéma. Mais au final, ils arrivent à en faire un giga connard quand même. Parce que quand tu te dis, en plus de ce qu'il a fait avec la Civil War, en plus de ce qu'il a fait avec Hulk, et en plus plein de fois dans le film, on l'appelle le traqueur de Hulk, et qu'il est connu pour être un personnage rancunier qui a toujours essayé de traquer Hulk, en laissant tout en bordel sous son passage en fait. Du coup, j'ai adoré le fait qu'on ait appuyé à fond le côté obscur du président Ross, et le fait que le président Ross, du coup, devienne ce qu'il a toujours... dénoncer ce qu'il a toujours attaqué, ce qu'il a toujours affronté, qui est devenir un Hulk en fait. Il y a ce petit plan tout con où t'as le Hulk rouge qui se regarde devant la glace, où le général Ross se rend compte qu'il est devenu Hulk en fait. Il est devenu le monstre qu'il a pourchassé pendant des années, il est devenu ce monstre là en fait. Et je trouve que c'est une bonne idée, et puis je crois que c'est comme dans les comics aussi, c'est le leader, je crois, qui fait de lui le Hulk rouge, d'ailleurs. Et je trouve qu'il y a un bon arc narratif par rapport à ça, par rapport au fait qu'il y a le fait qu'il devienne président, et qu'il y ait ses responsabilités de président qui se rajoutent sur lui, qui lui tombent à la figure, et qui fait qu'il se fait pas du tout respecter par tous ses collègues du monde entier. Et en plus, il y a le fait qu'il pique des crises de colère, en fait. C'est que, à cause de ce que le leader lui a fait subir, il pique des crises de colère, et donc on a un peu droit à un nouveau remake de Hulk avec son personnage, pour le coup, et Harrison Ford le joue bien, quoi. Que ce soit le dilemme psychologique, où tu as Captain America qui le confronte en mode « Oui, monsieur, moi aussi, je sais ce que ça fait d'avoir une responsabilité », et puis le côté rage, le fait qu'il veuille que sa fille le voie en bien, et que le leader veuille détruire son image. C'est un personnage qui est dans une quête de rédemption, et je trouve que le film le développe plutôt bien, et je trouve que Harrison Ford s'était plutôt bien donné dans le rôle. Et à la fin, quand il voit sa fille, c'est cool. Par contre, pareil, c'est cool que Liv Tyler soit revenue pour jouer Betty, et j'espère qu'on la reverra, qu'on n'aura pas à attendre 17 ans pour la revoir. Mais c'est vrai que j'aurais aimé qu'on la voie plus, comme Liv Tyler, là, elle a une scène en vocal et une scène tout court. J'aurais aimé qu'on la voie plus, surtout que, il y a aussi ça qu'il faut évoquer, c'est que le film a été reshooté genre 2 fois. Parce qu'à la base, on peut voir les leaks sur les photos de tournage. On voit des photos de tournage où on a une séquence sur les funérailles d'un personnage, et on voit du coup Sam Wilson avec ses blessures de son combat contre Hulk rouge, et on voit que Betty est aussi là, habillée tout en noir. Et du coup, en gros, il y avait une des fins du film était que le général Ross meurt en affrontant le Captain America. J'imagine que quand Captain America lui plantait son aile sur le torse, ça l'aurait tué au final. Mais au final, ils ont enlevé ça, et ça se voit parce que toute la scène où tu as Hulk rouge qui revient, et tu as Captain America qui lui parle et qui lui fait son discours pour qu'il se retransforme en Ross, on les fonds verts derrière sont ignobles, c'est tellement ignoble et moche, c'est horrible. Oh là là, visuellement c'était le cauchemar. Et ça se voit que c'est du reshoot, ça se voit qu'à la base Ross aurait dû crever. Mais tant mieux qu'il ait laissé en vie, parce que malheureusement je trouve que Betty on la voit pas assez, on aurait pu la voir plus, parce que ça m'a fait plaisir de voir Liv Tyler dans le rôle de Betty, et elle mérite qu'on la développe plus en faisant un film Hulk, etc. Mais au moins ça fait plaisir qu'on lui laisse en vie, parce qu'on peut encore faire des choses avec le personnage de Ross. Bon, après Harrison Ford n'est pas tout jeune, et pour ses 82 ans je crois, il se porte extrêmement bien, il a la pêche, pour le coup il est vraiment très très bon, et c'est vraiment lui qui porte le film pour moi, pour le coup, Harrison Ford. Mais pour le coup, oui, là au moins il nous laisse la porte ouverte pour qu'on puisse revoir le Hulk rouge, par exemple, confronter le Hulk classique, Bruce Banner, donc la porte est ouverte. Ma seule déception, c'est que en plus sur les interviews, le réalisateur avait dit qu'on allait avoir un Hulk rouge en feu, entre guillemets, parce que le truc c'est que le Hulk rouge, il est pas alimenté par la colère, il est alimenté je sais plus, alimenté par quelque chose qui fait qu'en fait c'est un Hulk un peu en mode vol, c'est un Hulk un peu volcanique. C'est un Hulk qui brûle tout ce qui touche. Et tu as plein d'images cultes des comics où t'as ce Hulk rouge qui est en feu en fait. Et moi je m'attendais à ce qu'on ait, du coup par rapport à ce qu'avait dit le réalisateur, je m'attendais à ce qu'on ait un Hulk en feu en fait, alors que pas du tout. Juste, il y a certains objets qu'il touche, s'enflamment un peu quoi.
Mais sinon, honnêtement, ça c'était vraiment ma déception du combat final, c'est qu'on n'a pas eu le vrai Hulk Super Saiyan, quoi. Le Hulk en feu, bien. Mais comme je dis, oui, la résolution est extrêmement cliché du discours, du petit discours qui va ramener Ross parmi les vivants, c'était cliché de fou. Et il y avait ce côté-là. Mais pour le coup, ça m'a fait plaisir d'enfin voir un vrai Hulk enragé. Vraiment, en plus, il me fait un peu penser en plus à celui de l'Incroyable Hulk, parce qu'il a vraiment un design très très sec, on voit bien ses veines, et comme j'ai dit, le rendu effets spéciaux est nickel, hein. Le Hulk rouge il est vraiment très très bien fait, visuellement, et ça m'a fait plaisir d'enfin voir un vrai Hulk vénère, sérieux, menaçant, terrifiant, parce que ça fait au moins 10 ans, ça fait depuis Avengers 2 qu'on n'a pas vu un Hulk comme ça, et parce que depuis Hulk est devenu une grosse blague dans les films du MCU, donc ça m'a fait plaisir de voir un vrai Hulk bien vénère dans ce film-là, pour le coup avec un bon design et bien traité, et pour le coup c'était assez jouissif de voir le Hulk rouge mis en scène dans la Maison Blanche, parcourir tout Washington, parcourir tous les monuments iconiques de Washington. Donc pour le coup ça c'est quelque chose qui marchait assez bien en termes de symbolisme, parce que du coup t'as le président des États-Unis qui devient un Hulk. Et ça m'a un peu fait penser aux comics Captain America des comics, où il me semble que t'as Red Skull qui s'est passé pour le président, et du coup ça m'a un peu fait penser à ça dans le côté narration du film. Et du coup tu as le leader, du coup joué par Tim Blake Nelson. Du coup le rendu, ils nous ont fait fuiter des Funko Pop et des arts promotionnels, où justement il avait un design qui était assez proche des comics, avec la beubare, avec le gros cerveau et ses cheveux. Qui était quand même assez décevant, parce que s'il n'y avait pas tant de recherche que ça, c'était juste un gros cerveau comme dans les comics, et au final c'est pas du tout ça, ils nous ont berné totalement, c'est pas du tout le design qu'il a dans le film au final. Au final le mec en fait, j'ai adoré le fait qu'ils aient rendu son design vraiment dégueulasse. Le mec il est moche à voir, quoi. Il a un œil qui part en cacahuète, il est vert, il a des verrues vertes de partout, il a un gros cerveau qui ressort de son crâne, il a plus de cheveux, il a plus rien, il est vraiment dégueulasse visuellement, et moi j'aime bien son design. Mon seul problème avec son design, c'est que le crâne n'est pas assez gros et pas assez long, parce que le leader il a quand même un gros cerveau. Là, le cerveau il est gros comme ça, mais il est pas gros comme ça, quoi. Donc, mais moi personnellement, même si il est un peu différent des comics, il a pas la barbe, etc. Mais j'ai bien aimé le parti pris du design du leader en practical, tout en vert, assez fidèle aux comics, pour le coup, qui marche assez bien. Et j'ai trouvé ça marrant que du coup le personnage en fait il utilise que des objets, il utilise que des armes qu'on a vu dans les précédents films du MCU. En fait j'ai trouvé ça assez marrant, parce que typiquement la méthode qu'il utilise contre Isaiah et compagnie, bah, c'est la méthode Winter Soldier, avec une musique ou une phrase qui va déclencher une sorte d'hypnose sur les personnages. D'ailleurs j'ai trouvé ça assez drôle que la musique qu'il diffusait c'était la musique Mr. Blue, parce que du coup dans son surnom dans l'Incroyable Hulk, Dr. Samuel Stearns était Mr. Blue justement, donc j'avais trouvé ça assez marrant aussi. Et du coup ça marchait bien. Et puis il utilise l'une de ses armes, c'est un canon sonique du film l'Incroyable Hulk, et une autre de ses armes c'est le paralyseur de Obadiah Stane dans le premier Iron Man. Donc j'ai trouvé ça assez marrant de le voir un peu utiliser toutes les armes un peu iconiques du MCU, de voir à quel point il est intelligent. Et c'est un peu le personnage mastermind, quoi. Et c'est un personnage qui marche bien dans cet aspect-là. Et d'ailleurs, il y a des scènes qui étaient dans les trailers qu'ils n'ont pas mis dans le film. Genre, on voyait le leader avec un chapeau de Oncle Sam qui se dirigeait je ne sais pas où. Bah, ces scènes-là ont été complètement coupées du film. Et moi, je m'attendais à les voir dans le film. J'étais déçu de voir que ces scènes n'allaient pas voir le jour. Pour le coup, parce que le leader, c'est un bon personnage dans le sens où il est bien designé, il est assez terrifiant, l'acteur est bon. Mais il a pas tant de scènes que ça, et j'aurais aimé qu'on ait plus de scènes avec lui quand même. Et malheureusement, je trouve que ses enjeux sont assez vite expédiés, quoi. C'est vraiment le méchant. En fait, c'est le méchant très méchant qui veut se venger du président, quoi. Donc c'est un méchant qui a des enjeux extrêmement personnels, parce que le président l'a torturé pendant 15 ans, a fait de lui son prisonnier, et tout ce qu'il veut, c'est lui rendre l'appareil, en fait. Et du coup, c'est un enjeu de méchant qui fait très méchant, pour le coup. Et j'aurais aimé qu'on développe quand même peut-être un peu plus la psyché du personnage, plus ce qu'il ressent, plus ce qu'il a vécu exactement. Là, c'est vrai que tout est balayé en un monologue, et j'aurais peut-être aimé en avoir plus du perso. Après, je suis content qu'il l'ait laissé en vie. Au moins, déjà, il y a la porte ouverte. Il y a la porte ouverte pour qu'il affronte Hulk à l'avenir déjà, parce que le leader à la base, c'est le pire ennemi de Hulk. Hulk, c'est les muscles, et le leader, c'est le cerveau. Et puis, il se retrouve dans le raft. Je crois par contre, j'ai trouvé ça très très drôle. Que tu as une scène dans le raft où t'as le général Ross qui est dans le raft, et puis t'as une autre scène dans le raft où t'as le leader qui est dans le raft. Est-ce que ça veut dire que les deux ont été dans le raft mais pas au même moment, ou est-ce que les mecs sont tellement cons qu'ils ont mis le leader emprisonné à côté de la même cellule que le mec qu'il a voulu torturer, le général Ross. Donc soit c'est débile, mais c'est les reshoots, hein. En vrai c'est complètement con, hein. Mais par contre la scène post-générique, à la base, là aussi, il y a des choses qu'ils ont reshootées, parce que à la base, on aurait dû avoir un caméo du personnage de Amadeus Cho dans le film,
Amadeus Cho, qui est le successeur de Hulk, Bruce Banner dans le comics, c'est lui qui devient le nouveau Hulk. C'est un jeune étudiant d'origine asiatique qui a genre 17 ans, 18 ans, qui devient le nouveau Hulk. Et à la base, la scène post-générique du leader, à la base, devait nous montrer... en gros, le leader devait dire à Sam qu'il avait implanté de l'ADN gamma à d'autres personnages partout dans le monde, dont à Amadeus Cho, qu'on aurait rencontré plus tôt dans le film, et que donc, à la base, la scène post-générique nous aurait teasé éventuellement un film World War Hulks, où du coup on aurait Hulk, peut-être le vrai Hulk, peut-être le leader, peut-être l'Abomination, peut-être She-Hulk, affronter toute une crise de Hulk que le leader aurait causé. Malheureusement, c'est vrai que ça m'emmerde parce que moi je rêve d'avoir un nouveau film Hulk avec plein de Hulk. Mais après, c'est aussi à cause d'Universal, je crois qu'ils peuvent pas faire ce film-là à cause de Universal. Mais malheureusement, ils ont complètement annulé cette idée de scène-là qu'ils ont dû tourner mais qu'ils ont dû abandonner du coup, pour nous faire une scène où, a priori, le leader est doué de préscience, a priori. Parce que le mec, dans les probabilités qu'il a dans sa tête, qu'il y aurait des personnages de d'autres mondes qui attaqueraient leur monde, et donc en fait le leader il est juste en train de nous dire attention les gars, l'année prochaine il y a Avengers Doomsday qui arrive. En plus pour moi ça confirme à demi-mot qu'ils vont nous faire le délire, c'est sûr, ils vont nous faire le délire de Sam Wilson qui va affronter un variant méchant de Chris Evans, donc j'imagine qu'on aura Captain America contre Captain Hydra, je le vois tellement venir ce truc là, mais c'est tellement drôle parce que ça c'est tellement un remake plan pour plan du personnage de Psycho-Pirate dans le comics de DC, Crisis on Infinite Earth, où dans ce comics-là, tu as Psycho-Pirate qui est en prison, qui est un méchant de l'univers DC, et qui lui voit à travers le multivers, et voit que le méchant du comics arrive et va détruire le multivers, et donc ce personnage-là, c'était juste un gros teaser vivant, en fait. Et là, ils font pareil avec le leader, en mode « Ouais, moi j'arrive à voir que le multivers va arriver, et que ça va être le bordel, etc. » Manquerait plus qu'ils disent qu'ils voient Doctor Doom, tant qu'à faire. Mais pour le coup, ça c'était vraiment la scène post-générique parce qu'il fallait en faire une, quoi. Vraiment, ça servait à rien en vrai, à part rendre l'écriture encore plus débile, je sais pas, c'était bizarre comme scène post-générique. Mais bon, le leader n'est pas mort, peut-être qu'on va le revoir, peut-être qu'il va nous faire une équipe de super vilains avec tous les méchants qui sont peut-être dans le raft. On verra, j'aurais aimé qu'on le voit plus, un méchant plutôt moyen. J'aurais aimé qu'on en voit plus encore une fois, mais il vivra un autre jour, heureusement, donc on le reverra. Pour Sam Wilson, en vrai, j'ai pas grand chose à dire sur le personnage, comme je l'ai dit, quoi. Ils en font pas grand chose, en vérité, du personnage. Et tout ce qu'ils ont, comme j'ai dit, la scène qui est représentative du fait que les seules choses qu'ils avaient à développer, c'était juste ressasser ce qu'ils avaient déjà développé dans Falcon and Winter Soldier. C'est la scène où il y a le caméo de Bucky, du Winter Soldier, du coup. Bon, j'ai trouvé ça cool que du coup, il nous instaure un peu la position de Bucky avant le film Thunderbolts, comme quoi il bosse pour le Congrès, comme quoi maintenant il est membre du Congrès américain. Donc ça, c'était intéressant à voir. Mais arrêtez de nous faire c'est toujours la même scène avec Sam Wilson. Toujours la scène où il doute d'être Captain America, est un personnage qui vient lui dire que non, ne doute pas, genre. En plus, on a tellement eu droit, ce type de caméo, on l'a eu plein de fois, peut-être pas dans les MCU, mais quasiment tout le temps, j'ai vu tellement de fois ce type de caméo-là, du personnage qui est au plus bas, et t'as l'un de ses alliés qui vient faire un caméo pour lui dire « Sois au plus haut », et il repart. Tu vois, c'était un peu le caméo de Rhodey dans Falcon et de Winter Soldier, un petit peu aussi. Donc le caméo de Bucky était sympa, mais pour moi c'était vraiment du recyclage sur ce qu'on avait déjà développé par le passé, c'était pas forcément nécessaire en vérité, je trouve. Mais de toute façon, comme j'ai dit, on fait pas grand chose de très intéressant avec Captain America dans le film, à part le fait qu'il y ait des moves d'action sympathiques, mais sinon je trouve qu'on fait pas grand chose avec lui malheureusement. Et du coup à la fin on te dit clairement qu'il va former les nouveaux Avengers, et que les deux premiers membres des nouveaux Avengers, c'est lui et le Faucon et Joaquin Torres. Donc c'est vrai que ça va être très laborieux le fait que Avengers Doomsday soit à la fois un film qui va instaurer une grande menace, et à la fois ça va être un film qui va nous instaurer une nouvelle équipe de Avengers qu'on n'aura jamais vue auparavant, parce que Marvel a tellement merdé la structure de leur saga du multivers, bravo à eux encore une fois. Donc que des losers, que des losers. Et oui, d'ailleurs, il y a aussi un truc que je trouve assez drôle. J'ai pas non plus allé dans le wokisme et dans tous ces trucs-là, mais je trouve ça assez drôle que tous les héros du film soient des personnages métis, que ce soit Sam qui est afro, Isaiah qui est afro, Joaquin qui est latino, Ruff qui est israélienne, etc. Et que les méchants, essentiellement, c'est deux caucasiens, quoi. C'est le général Ross qui est un blanc-blanc, et le leader qui, à la base, était caucasien avant de devenir un mec vert. Donc oui, il y a peut-être un côté, il y a certainement un côté progressiste qui est présent dans ce film-là, mais après on s'en fout, parce que déjà dans les comics ils ont tous cette ethnie-là, donc on s'en fout. Mais ça m'a fait un peu rire quand je m'étais fait la remarque que c'est oh putain le film est woke, mais on s'en fout.
Et ouais, j'aime bien le personnage de Sidewinder, j'aime bien les moves qu'il avait, qui en scène d'action était vraiment très très stylé, en mode un peu Black Ops, avec ses flingues, ses lancers de couteau. Je sais pas comment on fait, c'est tout le temps comme ça quand on fait une équipe de serpents ou des vilains un peu thématiquement reliés aux serpents, on les fait tout le temps faire des lancers de couteau, et je sais pas pourquoi dans l'inconscient collectif, lancer de couteau ça fait penser à des serpents. J'ai peut-être l'air un peu con en disant ça, mais c'est un peu la pensée que j'avais. Je trouvais ça cool que le Premier ministre ait été joué par un acteur que j'aime bien, qui avait joué le rôle du méchant dans la série Shogun, et qui avait joué également dans la série Monarch. C'était un bon acteur, quoi, pas tant que ça malheureusement, mais qui était présent dans le film quand même, quoi. Et en vrai, est-ce que j'ai fait le tour? En vrai, je crois que j'en ai quand même pas mal dit sans spoiler. Bah voilà, l'adamantium a été introduit dans la MCU. En plus, le Japon va plus ou moins garder sa quantité d'adamantium. Donc l'adamantium, en vrai, c'est plus un prétexte pour lancer l'intrigue du film, parce que sinon on ressent pas du tout l'impact de l'adamantium dans ce film-là. Hein. Pour le coup, on le ressent pas du tout, comme l'impact du Céleste. Hein. Le Céleste, ça crée des scissions entre les pays, mais en dehors d'une scène d'action, ça va pas plus loin malheureusement, alors que c'était quand même un truc de fou dans les Éternels, ce truc-là. Et oui, l'adamantium, bien sûr, sur le long terme, l'objectif sera d'introduire un nouveau Wolverine, et au Japon, ils peuvent nous faire tous les délires des comics avec le Silver Samurai, avec Lady F Strike, etc. Tout ce qu'on a de adamantium-esque au Japon dans les comics. Donc bien sûr, il y a plein de trucs qui auraient pu être instaurés, mais au final, ils instaurent pas grand-chose dans ce film-là. Et tu vois, je me dis, j'arrive pas à ressentir le poids du film, quoi. T'as l'adamantium qui est introduit, t'as le Céleste qui est introduit, à la fin, tu as le président qui se transforme en Hulk rouge et qui a démoli la Maison Blanche. Tu te dis, mais ça change la face de tout un univers, ça. Et au final, comme l'histoire est si autant contenue que ça, bah j'ai pas l'impression, en fait, j'ai l'impression que ça va rien changer à la suite, et je trouve ça décevant, quoi, alors que c'est un film qui semble avoir des proportions importantes et qui va pas au bout de ses proportions, quoi. Donc ouais, bah j'ai hâte de voir les scènes coupées, pour voir les quelques scènes coupées qui vont dévoiler, pour voir un peu les plans qu'ils avaient. Et malheureusement, bah, par rapport à tous les reshoots, bah, c'est vrai qu'ils ont quand même massacré le film, comme j'ai dit, sur le montage et sur tous ces trucs, tous ces personnages qu'ils ont supprimés, tous ces personnages qu'ils ont rajoutés. Hein. Donc voilà, quoi, j'ai vraiment pas grand chose à redire, et j'en ai marre. J'en ai marre, et comme j'en ai marre, on va conclure cette critique de Captain America Brave New World. Donc voilà, bah, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Pour moi, on est dans la même lignée que tous les films qui nous ont fait en phase 4, phase 5. Pour moi, on est encore dans le bas de Marvel, dans la Marvel fatigue. Et vraiment, Thunderbolts, moi j'ai pas trop confiance honnêtement. Je mise tout sur les 4 Fantastiques. Si les 4 Fantastiques foirent, le monde est foutu. Le monde est foutu si les 4 Fantastiques foirent. Si les 4 Fantastiques s'est éclaté, le monde est foutu. Et je suis très très curieux de voir les retombées financières de Captain America, de voir qu'est-ce qu'il fera au box-office, parce que les films Captain America, ça faisait quand même du pognon. Hein. Et moi, dans l'absolu, je suis pas contre avoir un Captain America 5, dans le sens où pour moi, ils ont pas développé tant de choses de l'univers de Captain America dans ce film-là, et qu'on mériterait de faire un film Captain America sur l'univers de Captain America quand même. Mais vu la qualité de ce film-là, je sais pas ce qu'ils vont faire, malheureusement, et puis si c'est pour ramener ce réalisateur-là, si c'est pour ramener cette équipe de scénaristes et pour nous refaire un film si lambda que ça, non merci, quoi. Donc voilà. Désolé d'être aigri dans cette critique, mais franchement, j'ai la haine, un peu la haine, mais ça me fait chier juste. Donc voilà. Merci à tous d'avoir vu cette vidéo, et ciao.